J'ai l'honneur de conclure. Donc Benoît Nagel, je suis au CEREMA à Clermont-Ferrand. Et le sujet, donc, c'était état de stabilité, sol et roches et impact du projet. Alors j'ai mis un petit sous-titre pour préciser la teneur de mes propos. Ça va être plutôt les mouvements de terrain et la normalisation. Alors c'est bien parce que je vais reboucler avec finalement la première présentation où il y avait de la mécanique des roches et les Eurocode 7. Et on va voir que je vais revenir dessus dans une des diapos. Un rapide sommaire, les normes et les mouvements de terrain, différents contextes, donc pour recaler comment on utilise les normes ou on ne les utilise pas justement. Un focus sur les classes de conséquences, mais à venir. Et puis une toute dernière diapo où finalement j'aurais pu laisser que dialogue. C'est la conclusion, quoi. Dialogue MOA, MOE, BE, j'ai oublié entreprise. Et c'est pareil, là ça rejoint la précédente présentation où les dernières paroles, c'était justement l'importance que chacun soit à sa place, que le maître d'ouvrage soit bien conscient du projet qu'il assume et que chaque acteur soit bien à sa place avec les bons textes à utiliser, puisque je reviens sur le sujet normes et mouvements de terrain. Alors ce que j'ai identifié, si vous voulez intervenir pendant la présentation, moi ça me gêne absolument pas. Au contraire, même s'il y a une diapo qui vous choque ou un de mes propos qui vous choque ou sur lequel vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout de suite me contredire. Ça pimentera un petit peu et comme ça on attaquera déjà les discussions de Sainte-Barbe, donc c'est bien. Je prétends pas avoir la science absolue, ça c'est hors de question. J'ai mes erreurs aussi. Donc voilà, les normes que moi j'utilise dans les mouvements de terrain, il y a l'Eurocode 7, hein, ça c'est sûr, donc qui actuellement est en révision. Il y a la 94-500, donc dans l'enchaînement des missions. Donc là, c'est pas pour dimensionner, mais c'est plus pour savoir qui fait quoi et à quel endroit d'une mission géotechnique on parle de stabilité et de dimensionnement. Donc cette norme est en discussion aussi. Enfin, j'ai dit aussi, cette norme est en discussion. On voit régulièrement de l'analyse de mouvements de terrain qui se réfère à la 94-270. Donc sur les sols cloués et ouvrages en sol renforcé. Alors quand il y a du clouage, moi ça me gêne absolument pas. Quand on est sur des versants qui glissent et qu'on vient conforter par d'autres techniques, cette norme ne s'applique pas. Et malheureusement, il y en a qui l'utilisent. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a plu de faire cette présentation. Et puis il y a une norme en développement là. J'ai oublié le PR. PRNFP 94-290 sur les justifications donc des ouvrages en terre. Et puis on verra ce qu'il y aura dedans. Est-ce que justement un mouvement de terrain naturel, donc c'est pas un ouvrage en terre puisque c'est la nature, est-ce que ce sera traité dans ce texte-là, je ne sais pas. Et ce qui ressort de ces 4 textes, c'est que l'ingénierie des roches est donc très peu abordé. C'était la première présentation qui disait que finalement pour dimensionner à l'Eurocode 7 en mécanique des roches, on n'a pas les outils pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit, l'Eurocode est en révision et le nouveau texte prévoit fait une part un peu plus importante à la mécanique des roches. Donc on aura des outils pour pouvoir dimensionner en méca-roche selon l'Eurocode 7. Et puis, je l'ai déjà dit, l'instabilité des pentes naturelles n'est pas traitée dans ces normes-là. Pour illustrer juste la mécanique des roches, 2 petites photos, parce que j'aime bien aussi les photos. Je trouve que c'est mieux que du texte à lire, parce que sinon, je peux aussi envoyer une note et puis vous lisez et j'ai pas besoin d'être là. Donc je préfère autant commenter des photos. Puis comme ça, ceux qui sont pas là, ils savent pas pourquoi il y a cette photo.
Ça oblige à être là, c'est aussi pédagogique. Donc photo de gauche, donc c'est Saint-Flour, hein, une belle couronne d'orgue basaltique avec la vieille ville de Saint-Flour au-dessus. Et donc on voit bien les ingénieurs de l'époque qui ont conçu les fondations de ce bâtiment. Et si maintenant il fallait recalculer les fondations de ce bâtiment avec la prise en compte du massif rocheux, bah actuellement on serait bien embêté, je pense. Et puis un autre cas, donc là c'est dans le Puy-de-Dôme, au-dessus de la Roche Blanche, une falaise troglodytique qui a présenté des signes de faiblesse. Et on voit qu'ils avaient été un petit peu vus puisqu'il y a quelques écrans verticaux qui sont en train d'être déployés. Et puis durant la mise en œuvre de ces ouvrages, il y a eu un éboulement rocheux. Ça rejoint l'instrumentation. Heureusement, ce site était suivi, ce qui fait que il y a eu des signes précurseurs et il n'y a eu aucun dommage et aucune victime sur cet éboulement. Mais là, c'est pareil. Traiter des instabilités rocheuses sur un site connu pour être instable, comment on fait avec les textes actuels? Pour l'instant, moi, j'ai pas de réponse. Donc là, dans la suite de mes propos, je vais dérouler cette diapo encore 2 fois. Vous la verrez encore 2 fois. Donc dans quel contexte on se situe quand on a un projet? Parce qu'au final, la géotechnique, elle n'a d'intérêt que s'il y a un projet. Ça, c'était un débat qu'on avait à midi sur la 94-500, ça s'applique quand? Les aléas, s'il y a un aléa mais qu'il n'y a pas d'enjeu derrière, il n'y a pas de projet, quelque part, c'est du PPR. Ça a été aussi présenté pour les karstes. Quand il y a un donneur d'ordre qui veut un porté à connaissance, il n'y a pas d'ouvrage géotechnique derrière. La 94-500 ne s'applique pas. On n'est pas dans des missions géotechniques. Enfin, selon moi, hein, là c'est pareil. Si vous voulez réagir, il n'y a pas de souci. Mais pour un porté à connaissance sur de l'aléa karstique ou de l'aléa mouvement de terrain, on rentre pas dans un processus, pour moi, d'ingénierie géotechnique à l'heure actuelle. On verra si la 94-500 évolue, comment ce sera traité, mais ça c'est autre chose. Donc le contexte meuble ou rocheux, le terrain est-il stable ou est-il instable? On est en milieu urbain ou rural, ça c'est vrai que c'est plus sur les enjeux que ça joue. Et puis ça marche pour tout type d'infrastructure, du génie civil, un projet immobilier. Je reviens un peu en arrière. Voilà, là on voit un talus à proximité d'un bâtiment. A-t-il été bien étudié? On peut se demander quand on voit que il y a des blocs qui sont rentrés. Alors, il est où le petit laser? Là. Quand on voit qu'il y a des blocs ici qui sont rentrés par la fenêtre, on peut imaginer que le talus n'a pas été correctement dimensionné. Hop. Donc voilà. Et puis un point intéressant aussi, c'est est-ce qu'on est en chantier ou est-ce qu'on est en service? Vous allez voir pourquoi j'ai mis ce petit point. Donc le premier contexte, on est dans des terrains meubles. Le terrain est en mouvement, et puis après, c'est rural ou urbain, c'est n'importe quel projet, et on est en service ou en chantier, on s'en fiche. Le terrain bouge. Le terrain bouge, actuellement, il n'y a pas de norme qui traite d'un glissement de terrain actif qu'on vient conforter. Ça, pour le coup, moi, j'en suis persuadé, j'espère que vous aussi. Il y a des bureaux d'études qui ne le pensent pas, puisqu'ils appliquent la 94-270. Et là, selon moi, il n'y a qu'une méthode qui s'applique. Alors, elle date du siècle dernier. Alors, c'est vrai que c'est il y a longtemps déjà. Mais ça n'a pas changé et ça marche très bien. C'est un calage à 1, puisque le terrain bouge, on est à la rupture. À la rupture, les équilibres, ils sont autour de 1. Et après, on cherche un gain du coefficient global de 20, 30%, 40%. Là, après, ou 10% selon les enjeux. Chacun mettra le pourcentage de gain de ce coefficient de sécurité là où il le souhaite, en discussion avec le maître d'ouvrage, ça va de soi. Et demain, la 94-290, je ne sais pas. Et en illustration, donc une jolie fissure d'un glissement sur une petite route qui dessert une carrière. Donc oui, il y a du trafic poids lourd dessus, mais à part le trafic poids lourd, il n'y a personne d'autre qui passe.
Et puis l'autre, par contre, c'est la rocade de Mende. Donc là, c'est un glissement de terrain avéré, une bêche qui a bien été dimensionnée, enfin bêche et massif poids à la fois, c'est les deux à la fois, qui a été dimensionnée en coefficient global. Et à la réalisation qui s'est réactivé d'ailleurs, le glissement, mais qui a été buté par cette bêche mur poids. Massif poids, pardon. Alors, un deuxième contexte qui va évoluer, justement, c'est on est toujours en terrain meuble, mais les terrains sont réputés stables. Et puis après, on est en urbain rural, infrastructure, génie civil, projet immobilier. Par contre, à l'heure actuelle, selon moi, on n'est que en phase service. On est sur du long terme, sur le projet à long terme. Puisque là, actuellement, avec les Eurocode 7, soit avec les coefficients partiels, on cherche un coefficient de sécurité de 1, équivalent à peu près à f égale 1,5 dans l'ancienne méthode, enfin dans les coefficients globaux, dans le coefficient global. Couramment, sur la stabilité des pentes, l'approche 3 est utilisée. Et donc le troisième point, c'est quid du coefficient global de 1 égale 3 pour un talus provisoire, justement en phase exé. Enfin, ça fait une vingtaine d'années que je suis au labo à Clermont. Et donc j'ai appris avec des vieux, des personnes sachantes qui ont contribué à la rédaction du livre Stabilisation des glissements de terrain. Et donc ils m'ont appris que sur un talus provisoire, on peut se permettre de réduire le coefficient de sécurité global, puisque globalement de 1 à 1,2 on a des mouvements. 1 c'est la rupture, jusqu'à 1,2 potentiellement des déformations. À 1,3 on a quelque chose qui tient à court terme, mais si on le laisse ouvert trop longtemps, il risque de voir son coefficient de sécurité baisser et rentrer en déformation. Puis un 5, c'était la stabilité assurée à long terme. Et avec l'Eurocode 7 actuel, ce coefficient de 1,3 en global, on ne l'a pas avec les coefficients partiels. Alors c'est vrai qu'on voit sortir des calculs avec un 0,9, f égale 0,9. Bon, enfin, moi ça me gêne pas trop, 0,9 ça doit correspondre à 1,360 ou 340. Donc on est sensiblement autour du coefficient global de 1,3. Mais c'est vrai que c'est quand même gênant. 0,9 normalement, ça doit attirer l'attention. Donc demain, ce qui est très intéressant avec le nouvel Eurocode 7 qui va arriver, c'est qu'avec la MFA, donc l'approche équivalente 3, les coefficients partiels, donc le sigma F et le sigma E, on pourra les retravailler. Enfin, on pourra. Oui, il y a tout un jeu de coefficients et de KM, multiplicateurs, qui permettront de pondérer justement les coefficients partiels encore un petit peu plus. Et du coup, le F égale 1 au final, il sera finalement pas forcément égal à le 1,5 global de l'actuel Eurocode 7. Je sais pas si vous m'avez suivi. Mais on pourra pondérer justement les coefficients partiels pour arriver à finalement un F. Avec les coefficients partiels, on sera toujours à 1, mais il ne représentera pas forcément le coefficient global de 1,5 initialement dimensionné. Et ça, justement, ces coefficients partiels sigma F, sigma E, ils seront en fonction de la classe de conséquence choisie en concertation avec le maître d'ouvrage. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Donc les classes de conséquences, justement, dans l'Eurocode 7 à venir, prendront en compte les effets sur les structures, sur les services publics, sur les terrains dans la zone d'influence. Et c'est là où on remet au cœur du dimensionnement, selon moi, finalement, on remet au cœur du dimensionnement le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que le bureau d'études, de mon point de vue, ne pourra plus faire, comme c'est un petit peu le cas en ce moment, son dimensionnement dans son coin et dire, votre projet, pour qu'il tienne, c'est comme ça. Non. Il y a la classe de conséquences derrière, et les classes de conséquences, elles se définissent en concertation avec le maître d'ouvrage. D'où la dernière diapo, dialogue MOA, MOE, BE, pour bien se comprendre sur justement la définition du projet,
Et puis bien éduquer les MOA, ça vient de, je l'ai rajouté là au début de l'après-midi suite à la discussion qu'on a eue ce midi, parce que c'est vrai que malheureusement certains maîtres d'ouvrage ne sont pas géotechniciens, c'est pas forcément leur boulot, et du coup, enfin c'est même pas leur boulot, mais ils sont concernés par les conclusions des bureaux d'études. Et ils sont concernés en premier chef. C'est quand même eux qui tiennent le cordon de la bourse. Et si on leur explique mal, ou s'ils connaissent mal les tenants et les aboutissements de ce qu'on fait, c'est là qu'il y a mésentente et qu'il peut y avoir des grosses dérives. Donc disposer de textes clairs, ça c'est vrai que le nouvel Eurocode 7 sera bien plus clair pour la mécanique des roches. Ça c'est très très bien pour la géotechnique de l'ingénierie des roches, parce que la géotechnique, ce n'est pas que de la mécanique des sols. C'est aussi de la mécanique des roches. Et puis derrière, il y a des notions dans l'Eurocode 7 qui apparaissent de résilience, de soutenabilité, qui pareil doivent faire évoluer tous les acteurs d'un projet, du maître d'ouvrage jusqu'au bureau d'études, jusqu'à l'entreprise, pour que les projets ne soient plus faits que d'un point de vue structurel et ils tiennent point barre, mais il faut aussi qu'ils soient résilients. Peut-être on peut alléger des coefficients de sécurité parce que justement les classes de conséquences font que pourquoi faire quelque chose de Rolls-Royce alors qu'en fait on a besoin que d'une Clio. Ça, tout le monde est d'accord, quand on achète une voiture, en général on l'achète avec des critères. Et on va pas acheter la voiture à 30 ou 40 ou 50 000 euros, alors qu'une voiture à 1 500 euros suffit en troisième main. Donc on le fait pour nos deniers propres. Pour les deniers d'un maître d'ouvrage, je pense qu'on peut tous penser comme ça. Merci.